Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Je vais parler maintenant des espaces de Hilbert. Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique, bien que cette phase est forcément un petit peu technique, parce qu'il faut quand même bien décrire les propriétés, comment on combine les états, etc. Mais je vais faire au plus simple. Alors, le principe de superposition montre que les états obéissent aux axiomes des espaces vectoriels. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais c'est très simple, hein, ce sont les petites flèches que vous avez déjà vues à l'école pour représenter des vitesses et des forces. Par exemple, si dans le plan, on trace deux axes pour se repérer, et on a une vitesse qui est représentée par une flèche, la direction, c'est la direction de la vitesse d'un objet quelconque, et la grandeur, c'est la valeur de la vitesse. En multipliant par un nombre quelconque, on obtient un autre vecteur plus grand ou plus petit. On peut aussi additionner deux vecteurs, c'est-à-dire par exemple composer deux vitesses, et ça se fait avec la méthode du parallélogramme pour obtenir un nouveau vecteur. Et la manière dont se combinent les états est plutôt la manière dont se combinent les états, c'est exactement les mêmes règles que les combinaisons des vecteurs. On peut donc dire que l'ensemble des états d'un système est un espace vectoriel. Sauf que les flèches ne représentent évidemment pas des vitesses, mais les états du système. De plus, on peut considérer l'amplitude comme le produit scalaire de deux vecteurs. Dans le cas de vitesse ou d'autres, de force, etc., pour le produit scalaire, on prend la projection orthogonale sur l'autre vecteur et on multiplie la grandeur ici par la grandeur là, ce qui donne ce qu'on appelle le produit scalaire, que vous avez vu aussi à l'école avec les vecteurs. Et l'amplitude est tout à fait analogue à ça. Sauf que l'amplitude est un nombre complexe. Alors que, avec les petites flèches, les vitesses, les forces, le produit scalaire est un nombre réel. Donc ici, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Le carré de la norme de ce produit scalaire, donc le carré du produit scalaire qui est obtenu, la norme, c'est-à-dire le fameux A carré que nous avons vu, c'est la probabilité. Et A carré étant toujours positif, ce nombre est toujours positif. Heureusement pour une probabilité. L'espace vectoriel complexe correspondant est appelé un espace de Hilbert. Alors, pour être précis, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace de Hilbert défini en mathématiques comme l'espace des fonctions de carré intégrables et un espace complet. Alors, ça c'est technique, c'est pas grave, il n'est pas utile d'entrer dans de tels détails mathématiques. On va pas commencer avec les espaces, les intégrales de fonctions, etc. Donc on ne va pas essayer de démontrer l'équivalence de cet espace mathématique avec notre espace vectoriel des états. Mais le lien entre les fonctions de carré intégrable et la définition des produits scalaires et de son carré se devine, puisque chaque fois qu'on prend le carré, il doit exister, donc on dit intégrable, et donc c'est là que se fait le lien en fait. Le nombre de dimensions de cet espace, alors reprenons l'exemple des flèches, ici on a un plan, une feuille, et donc on a deux dimensions, deux directions dans cet espace. L'espace ordinaire qui nous entoure est à trois dimensions. On a la longueur, la largeur et la hauteur. Trois dimensions. Et ça, c'est pour l'espace dans lequel on vit. Pour un espace de vecteur quelconque, ça peut être, le nombre de dimensions peut être différent. Pour
pour un système donné, quelconque, le nombre de dimensions n'est pas fixé a priori. Et il peut d'ailleurs être fini, comme là 2, 3 pour l'espace ordinaire, ou même infini, une infinité de dimensions. On imagine que c'est tout de suite un peu plus compliqué d'un point de vue mathématique. Tout espace vectoriel admet une infinité de bases. Une base étant un ensemble d'états à partir desquels on peut construire tous les autres par superposition. Alors voyons avec nos flèches. Ici on a pris deux directions. On peut prendre deux vecteurs de base qu'on peut appeler E1 et E2 qui sont dans les deux directions et qui sont de taille unité, qui sont égales à 1 en grandeur. Et à ce moment-là, on va redessiner ici, E1, E2, pour construire un vecteur quelconque, on va multiplier celui-ci par une certaine valeur, on va multiplier celui-là par une certaine valeur, on va dire par x et par y, et on fait la somme des deux pour obtenir un vecteur quelconque. Et donc on va avoir que le vecteur est égal à x fois E1 plus y fois E2. C'est le principe des bases pour les vecteurs, qu'on utilise aussi pour les vitesses et les forces. Alors, prenons une base quelconque pour un système, pour des états, pour un espace d'état donné, un espace de Hilbert donné, une base quelconque donnée par les états A, B, C. Alors oui, petit détail, il est évident que je peux prendre d'autres bases. Par exemple, si je fais tourner mes deux axes, j'ai le droit, je peux prendre cette direction-là et celle-là. À ce moment-là, je peux avoir deux autres vecteurs de base inclinés par rapport au premier, bien entendu. Donc prenons une base quelconque donnée pour les états, pour notre espace d'état, on va dire les états A, B, C, etc. Alors, le nombre de vecteurs d'état, ça se démontre, est égal au nombre de dimensions de cet espace. Par exemple, pour l'espace à deux dimensions, il faut deux vecteurs de base, ce qui paraît évident. Dans l'espace ordinaire à trois dimensions, il faut trois vecteurs de base dans les trois directions. Et donc, le nombre de vecteurs de base est égal au nombre de dimensions. Alors, dans ce cas, par définition des vecteurs de base, on aura que le produit scalaire, c'est-à-dire l'amplitude, A égale à 1, de même pour les autres, BA égale 0. Et de même pour les autres combinaisons. En fait, on parle là de base orthonormée. C'est un cas particulier de base, on peut toujours en construire. Cela indique que si le système est dans l'état A, alors la probabilité de le trouver par une mesure dans l'état A est égale à 1, ce qui est assez évident, puisque c'est dans l'état dans lequel il est. Et la probabilité de le trouver dans l'état B, ou un autre des états de base, est 0. Il est dans l'état A, pas dans l'état B. Les états de base sont donc mutuellement exclusifs, sont choisis comme tels. Un exemple évident sont les états où une quantité mesurable prend une valeur bien définie. Par exemple, la position, la vitesse, avec une valeur bien précise. L'ensemble des valeurs correspondant à l'ensemble des possibilités forment la base, et deux valeurs bien définies sont mutuellement exclusives. Si le système est dans un état de valeur V précise pour cette grandeur, et pas une autre, alors forcément, il n'est pas dans un état
liées à cette autre valeur. C'est mutuellement exclusif. Par exemple, les états correspondant à des positions bien précises d'une particule, on va les noter, position x1, x2, etc., forment une base, chaque valeur étant bien précise, qui correspond à une base appelée base position. Le nom est évident. Elle se généralise de manière évidente aussi à plusieurs particules. On donne pour chaque vecteur de base les positions précises de chaque particule. Les états correspondant à des impulsions précises, P1, P2, etc., toutes les valeurs possibles, il y en a une infinité bien sûr, donnent une autre base appelée base impulsion. On a de même la base énergie et bien d'autres bases possibles. Et ces bases se généralisent aussi de manière évidente à plusieurs particules. Si l'on a d'autres quantités telles que la polarisation, alors qu'est-ce que c'est? C'est l'orientation de l'oscillation d'une onde. On sait que les particules ont un comportement ondulatoire et une onde peut osciller comme ça, ou elle peut osciller comme ça, ou elle peut osciller comme ça, tout en progressant bien sûr. Et cette direction dans laquelle elle oscille, c'est la polarisation. Souvent, il faut utiliser plusieurs variables. Par exemple, la position et la polarisation. Ceci pour avoir une base complète. On ne va pas démontrer dans quel cas ici elles sont complètes ou pas complètes, etc. Il faut juste le savoir que parfois il faut prendre plusieurs variables pour bien définir les états de base. Tout état peut se décomposer sur une base, comme toujours avec les vecteurs. Notre principe de reconstruction de n'importe quel vecteur à partir des vecteurs de base. Et tout état peut se décomposer sur une base. Par exemple, une base, un état quelconque, on va noter psi, peut s'écrire psi de x1 fois le vecteur x1 plus psi de x2 fois le vecteur x2 plus etc. etc. Alors les psi x1, psi x2 s'appellent les coefficients de ce développement et ce sont de simples nombres complexes. Pour nos vecteurs ici, c'est des nombres réels, x et y sont des nombres réels. Nous, ici, nous sommes dans un espace vectoriel complexe. Donc, ce sont de simples nombres complexes, les coefficients. En prenant le produit scalaire avec les états de base, x1, x2, etc., on peut trouver la valeur des coefficients du développement. Par exemple, si on prend le produit scalaire avec x1 psi, on va avoir psi x1 fois x1 plus psi x2 fois x2 plus etc. Donc très simple. Et on sait que pour celui-là, on va avoir 1, et pour les autres, tous les autres, on va avoir des zéros. Et donc il reste que psi x1 est égal à x1 psi. Et donc on peut écrire notre développement comme psi est égal à x1 psi fois x1 plus x2 psi fois x2 plus etc. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.